Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage de ce jour avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons de la guerre entre Israël et le Hamas avec cette question, comment en sortir, Mamadou Diouf, presque 2 semaines après le déclenchement de cette guerre entre le Hamas et Israël. La situation reste toujours compliquée. On tarde à voir le bout du tunnel malgré les différentes actions engagées de part et d'autre. Pas vraiment de solution avec un bilan qui fait froid au dos, plus de 1400 civils tués au niveau d'Israël, 3478 côté Gaza. D'où viendra la solution? Comment en sortir? Nous nous interrogeons avec vous. Mais bien avant d'aller dans le fond, Mamadou Diouf, à ce jour, quel regard portez-vous sur la situation actuelle entre Israël et Gaza? En fait, le regard que je porte, c'est plutôt le regard de qu'est-ce que le monde fait face à une telle tragédie. Vous l'avez bien dit, ça fait plus d'une semaine. Non seulement, quand on dit ça fait plus d'une semaine, c'est le dernier épisode, puisque ce problème est là depuis pratiquement 1917, puisqu'on parle toujours de 1947, mais le problème est là depuis 1917, quand on a voulu au départ implanter ce foyer juif dans ce territoire palestinien. Et quand on regarde ce qui se passe, mais j'ai du mal parfois à comprendre, je ne sais pas si c'est de la lâcheté ou bien c'est quoi, on tue des populations civiles, vous n'empêchez pas ceux qui tuent les populations civiles de tuer les populations civiles, vous parlez d'aide humanitaire, on bloque l'aide humanitaire, vous négociez pour qu'on permette à l'aide humanitaire de passer, alors que tout le monde sait que les populations de Gaza étaient déjà sous embargo depuis 2007, donc déjà dans une situation difficile sans la guerre, avec le déplacement des populations, avec le bombardement. Mais où est le monde? Il y a quoi d'humain encore aujourd'hui dans ce monde si on laisse pendant 2 semaines des populations civiles dans des conditions aussi difficiles? Moi, c'est surtout cette interrogation, où va le monde? Pas seulement où va cette guerre, mais où va le monde si on est capable, avec tout ce qu'on donne comme théorie par rapport à l'humanité, d'assister pendant autant de jours à la souffrance d'un peuple sans qu'il y ait des actions qui sont des actions déterminantes. Alors, la visite du président américain était très attendue. C'était l'une des pistes qui s'offrait, mais plusieurs étaient déçus, certains non, à cause de la posture des États-Unis. On attendait un certain Joe Biden qui devait rencontrer les deux parties, mais bien avant, le président de la Cisjordanie avait annulé donc cette rencontre avec le monde arabe. Seulement une seule partie a été rencontrée. Quel regard portez-vous aussi sur cette posture des États-Unis qui finalement s'est juste approché d'Israël au lieu de tenter de rapprocher les deux bords? Ouais, on se rappelle Joe Biden disant à Israël, nous allons vous donner des munitions pour bombarder les populations civiles, puisque c'est ça que ça signifie. Après, il veut faire quoi? Aller en Israël, montrer son soutien de façon ferme, aller voir les pays arabes pour neutraliser les pays arabes, pour, comme ils le disent, qu'ils ne rentrent pas dans la guerre. Moi, j'ai bien aimé ce que le roi de Jordanie a fait. C'est une très bonne leçon pour les Américains. Et c'est la deuxième leçon pour les Américains et pour Biden, puisqu'il avait eu déjà une leçon en Arabie Saoudite, en voyant l'Arabie Saoudite aussi bien s'approcher de l'Iran que s'approcher de la Russie. Mais il faut que les Américains comprennent qu'ils ne sont pas les maîtres de ce monde. Et il faut que les gens le leur montrent de façon concrète. Ce que le roi de Jordanie a fait, mais c'est ce que tous ces pays devraient faire depuis fort longtemps. Pour moi, les Américains ne peuvent pas faire partie de la solution. Les Américains font partie du problème. Le président américain l'a dit lui-même, sans ambages, il dit que leur soutien par rapport à Israël est gravé sur du marbre. Mais comment celui-là peut se lever et dire qu'il va chercher une solution? Sauf si c'est par hypocrisie. Je crois que c'est aux pays arabes de comprendre la position des États-Unis et de prendre leurs responsabilités s'ils veulent défendre les populations palestiniennes, s'ils veulent amener la Palestine à l'indépendance, et savoir que ce n'est pas sur les Américains qu'il faut compter pour résoudre ce problème. La dernière résolution des Nations Unies, ce sont les Américains qui ont mis leur veto. C'est la énième fois qu'ils mettent un veto dans une résolution soit du Conseil de sécurité, soit de l'Assemblée générale des Nations Unies, puisque la ligne américaine, c'est la ligne israélienne tout simplement. Il ne faut même pas essayer de faire un distinguo entre les deux. C'est vrai que quand on a bombardé l'hôpital, il y a une gêne qui est là, mais vous voyez le discours qu'ils tiennent, ils nous font croire que c'est le djihad islamique qui l'a fait. Ce n'est pas Israël, ils nous disent même qu'ils ont des éléments, mais moi, des éléments américains, je n'y crois pas. Je me rappelle encore Colin Powell, en plein milieu des Nations Unies, mettant devant le monde ce qu'on peut appeler aujourd'hui le mensonge de l'humanité, Ouais. en parlant d'armes de destruction massive, en disant nous avons des photos, alors que tout ce qu'il disait était totalement faux.
Donc quand les Américains me parlent sur une question où ils sont partie prenante, moi je vois Colin Powell et je ne crois en rien du tout à ce qu'ils disent jusqu'à la preuve du contraire. Vous parlez tout à l'heure de ces résolutions des Nations Unies. Cette semaine a été également marquée par le rejet de certaines résolutions. Une première proposée par la Russie où on ne condamnait pas clairement le Hamas a été rejetée. On espérait que la seconde proposée par le Brésil devrait être adoptée pour pouvoir tenter de trouver une solution, mais finalement elle a été rejetée aussi. Qu'en dites-vous? Bon, on peut comprendre, puisque c'est le jeu au niveau du Conseil de sécurité, ce qui vient de l'un est bloqué par l'autre. Celui du Brésil condamnait le Hamas, clairement. Oui. Et Mais, pourtant a été rejeté mais aussi. il condamnait en même temps le fait qu'on Oui. tue des populations civiles, sans citer ni le Hamas ni Israël. C'est ça qui dérangeait les Américains. L'autre élément qui les dérangeait, les Américains sont dans une logique de Israël est en train de se défendre. Et dans la résolution, il n'y avait pas cet aspect-là. Raison pour laquelle ils ont bloqué, parce que dans la résolution, de façon implicite, même si le nom d'Israël n'avait pas été cité, s'il faut condamner le meurtre des civils, dans cette guerre, Israël a tué plus de civils que le Hamas. Donc s'il y a un terroriste, celui qui a tué le plus de civils va être plus terroriste que celui qui a tué moins de civils, si on va appliquer de la logique. Et ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent qu'Israël soit dans une position de défense, donc ils sont plutôt en train de se défendre qu'autre chose, alors que tout le monde sait qu'ils ont de tout le temps attaqué, ils ont de tout le temps provoqué. On ne peut pas parler de défense d'Israël parce que c'est Israël qui occupe le territoire palestinien, ce n'est pas le contraire. Alors, dans cette zone, quel pays, pour trouver une solution, l'Égypte s'était dégagée aux premières heures de cette guerre qui s'est déclenchée depuis le 7 octobre. Aujourd'hui, peut-on toujours faire confiance à l'Égypte? Quel est son poids pour sortir de la situation? C'est par l'Égypte que souvent les cessez-le-feu sont venus entre la Palestine et Israël. Sur plusieurs conflits, c'est à Sharm el-Sheikh en particulier que les gens se sont retrouvés. D'ailleurs, il ne faut pas qu'on se trompe, il y a déjà des négociations de la part de la Turquie, puisque les gens sont intéressés par la question de la libération des otages. Il y en a également avec le Qatar, il y en a également avec l'Égypte. C'est la situation qui est compliquée, puisque ceux qui veulent négocier aujourd'hui, de plus en plus, chacun prend un camp. Et cette prise de position rend les choses plus difficiles. On a vu l'Égypte pour cette fois-ci prendre des positions qu'on n'a jamais vu l'Égypte prendre. En prenant une position beaucoup plus forte par rapport à Israël, ce que l'Égypte ne faisait pas d'habitude. Mais c'est clair, l'Égypte est soumise à ce à quoi tous les autres pays arabo-musulmans sont soumis aujourd'hui. Vous avez une opinion publique qui est fait et cause pour la Palestine, y compris le Hamas. Vous avez vu en Égypte, moi quand j'ai regardé la manifestation en Égypte, mais je tombais des nues parce que dans ces pays, même un parti politique légalement constitué ne peut même pas organiser une petite manifestation. Mais il a été obligé d'accepter parce que c'est ça l'opinion publique, c'est ça la réalité. Et dans les guerres, plusieurs fois, des volontaires égyptiens ont traversé la frontière pour aller se battre du côté des Palestiniens tout en étant des civils. Donc, il n'a pas le choix pour des raisons de politique intérieure. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que l'Égypte peut faire en tant que pays tout seul. Le mieux qu'il puisse faire, puisque la Ligue arabe s'est réunie une fois, mais c'était de faire en sorte comment au moins la Ligue arabe va prendre cette fois-ci le devant et aller jusqu'au bout, c'est-à-dire l'indépendance de la Palestine. Et ils ont les moyens de le faire s'ils se mettent ensemble. Ils ont tous les arguments qu'il faut et ils ont l'ensemble des moyens de pression pour obliger, pas seulement les États-Unis, mais les Nations Unies et la communauté internationale à accepter que l'État palestinien soit créé. Parce qu'il n'y a pas de solution sans la création d'un État palestinien. Et quand je dis un État palestinien, ce n'est pas le reste du territoire actuel, mais c'est au moins les territoires palestiniens de 1967, c'est au moins le retour de ces millions de Palestiniens qui sont en dehors, parce qu'on parlait tout à l'heure de la Jordanie. Le roi de Jordanie a bien fait de refuser, parce qu'il y a des millions de Palestiniens sur son territoire qui, s'ils se révoltent, vont lui créer des problèmes, sans compter qu'une bonne partie parmi eux sont devenus des Jordaniens, puisqu'il y en a qui sont là-bas depuis 3 générations. Donc ces pays également ont un problème d'opinion publique interne à gérer, d'image également par rapport à la communauté internationale à gérer, mais je ne crois pas qu'un seul parmi ces pays peut résoudre le problème. Plutôt ensemble, ils peuvent résoudre ce problème. Et qu'on ne s'arrête pas aux pays arabes, qu'on y mette l'Iran, parce que c'est une question de pression à exercer, qu'on se mette au max
pour pouvoir faire la pression qui va être la pression maximale, qui va obliger la communauté internationale de façon générale, sans distinguo, à se pencher sur la question palestinienne et à utiliser la seule solution qui existe, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est la création d'un État palestinien viable. Alors, la situation, guerre entre Israël et Hamas, j'en viens donc à notre question principale. Comment en sortir selon vous? Il y a plusieurs portes de solution. La meilleure porte de solution, c'était l'Organisation des Nations Unies. Puisque vous avez déjà des résolutions. Mais qui est aujourd'hui fragilisée par ces prises de position. Mais bien sûr, qui est non seulement fragilisée par ces prises de position, mais le président Kagame se moquait des Nations Unies en disant si les résolutions des Nations Unies devaient faire du mal à un pays, je le paraphrase, Israël n'existerait plus. Et c'est leur rôle dans le principe, mais ils ne parviennent pas à jouer ce rôle parce qu'on a vu le président américain aller en Israël, on a vu le premier ministre britannique aller en Israël, on a vu le soutien de la France à Israël au point qu'en France, même quand tu n'es pas d'accord, on dit que tu fais apologie du terrorisme. Mais ce sont ces trois qui sont au niveau du Conseil de sécurité. Et qu'on prenne une décision au niveau de l'Assemblée générale, qu'on prenne une décision au niveau du Conseil de sécurité, le veto d'un seul parmi ces trois pays suffit pour tout mettre à l'eau. Mais ça veut dire que ça pose déjà problème. Et ça repose le problème des Nations Unies, comme l'avait posé l'Africain du Ghana qui a dirigé les Nations Unies. Il avait posé un problème de fond. Voilà aujourd'hui les conséquences de ce problème de fond qui n'avait pas été résolu. La deuxième chose, comment on va aller vers les Nations Unies pour trouver une solution quand ceux-là qui doivent prendre la décision ont pris fait et cause pour Israël? La France, l'Angleterre, les États-Unis. C'est pourquoi, moi, à mon avis, il y a d'autres portes qui s'ouvrent aujourd'hui et toutes ces portes passent par la pression. Et je me dis que même l'attitude des Palestiniens, ça a d'ailleurs été toute leur attitude tout le temps. Il y a eu déjà 6 guerres à Gaza en 15 ans. Puisqu'ils ont compris que c'est sur eux qu'ils vont compter d'abord pour avoir l'indépendance de la Palestine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui sont vraiment partants jusqu'au bout. Arrivé à un certain niveau, les pays s'arrêtent et les laissent continuer tout seuls. Cela veut dire que s'il n'y a pas une certaine pression, il n'y aura pas de résultat. La pression peut se faire de plusieurs façons. Moi, depuis Arafat, c'était ma position. La Palestine n'a qu'à déclarer son indépendance. On n'a pas besoin d'attendre unilatéralement. Unilatéralement. Israël a été créé de façon unilatérale. Ils n'ont qu'à déclarer leur indépendance. Ils vont mettre en mal les pouvoirs arabo-islamiques. Leur opinion publique vont faire pression pour qu'ils reconnaissent l'État palestinien. D'ailleurs, même certains font semblant de reconnaître un État palestinien parce que vous avez là-bas un ambassadeur de la Palestine, alors que la Palestine n'est pas encore un État. C'est une façon de résoudre le problème. On a un État en bonne et due forme et qui se met à préparer une armée et tout pour défendre. On ne parlera plus de Hamas, on ne parlera plus de terrorisme. Les données vont complètement changer. L'autre solution qui a déjà été utilisée dans les années 70, mais c'est de faire pression sur le plan économique sur Israël et sur tous ses alliés. Ils ont une arme intéressante, c'est le pétrole. Actuellement, les gens ont du problème avec le pétrole et le gaz liquéfié à cause de la situation en Ukraine, mais le contexte est extrêmement favorable. Ils n'ont qu'à fermer les robinets ou diminuer les robinets du pétrole, diminuer les robinets du gaz liquide au niveau du Qatar en particulier, puisque tout le monde va faire la cour actuellement au niveau du Qatar. L'Algérie, tous ces pays qui en ont suffisamment vont faire la même chose. Malheureusement, ce ne sera pas les alliés d'Israël seuls qui vont payer le prix. Comme dans les années 73, c'est toute la communauté mondiale qui va payer le prix. Le monde sera obligé de s'asseoir et de trouver une solution. La communauté mondiale est-elle prête aujourd'hui à payer le prix? Non, elle n'est pas prête à payer le prix, mais on l'oblige. Parce que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Ce monde est un monde de rapport de force. On parle de diplomatie, les gens pensent que c'est de la gentillesse. Non, la diplomatie, c'est un rapport de force, mais qui se fait avec beaucoup de tact. La diplomatie, c'est une relation, c'est un jeu d'intérêt. Où se trouve mon intérêt le plus important et je vais de ce côté. Mais en le faisant de façon intelligente, en le faisant avec beaucoup de tact. Mais il y a tous ces moyens de pression qui sont là, qui, s'ils sont utilisés, la communauté internationale sera obligée de s'arrêter et d'aller dans le sens de résoudre définitivement ce problème palestinien. Mais tant qu'on ne le fera pas, on aura des accords comme les accords d'Oslo, où les Palestiniens partent négocier en n'étant même pas un État. Donc vous négociez même pas au même niveau par rapport à Israël. Les accords sont tout le temps flous. Et quand vous regardez les accords, Israël a toujours la part belle par rapport à la Palestine, raison pour laquelle l'État palestinien n'est pas encore un État indépendant, alors qu'il devait l'être avant même que l'essentiel des pays africains ne soient
des États indépendants. Parlant de cette proclamation unilatérale, la Palestine ne pourrait-elle pas compter sur des alliés, par exemple? Ben, en voulant faire la proclamation, c'est le contraire. S'il faut demander l'avis de ces États, on va te dire, on va attendre. Oslo, c'était ça. Oslo, le principe, c'était de créer l'autorité palestinienne, qui est une sorte de transition qui mène à l'État palestinien. Ça avait créé même ce problème. Qu'est-ce que ça veut dire, autorité palestinienne? Arafat, il est président ou il n'est pas président? Il est président de il part aux l'autorité Nations Unies, palestinienne. mais on l'appelait autorité, on ne l'appelait pas président de la Palestine. Mais les gens l'avaient contesté en disant, mais c'est quoi cette bizarrerie? Ça devait durer au maximum 5 ans. Ça a duré combien d'années? Oslo, c'était en 93. Mais ça veut dire que ces solutions politico-diplomatiques, il ne faut pas y croire. Parce que quand les gens le font de façon générale, vous avez ces alliés d'Israël qui sont là présents et qui, eux et Israël, défendent exactement la même position. Et la tendance a toujours été de faire pression sur Yasser Arafat, ce qui a fait qu'à un certain moment, il avait perdu son caractère de leader au niveau de la Palestine. C'est la même chose qui est fait avec le leader actuel qui a encore beaucoup plus perdu le leadership qu'Arafat. Les gens l'oublient même qu'il est là. Si vous demandez son nom, il y en a même qui ne sont pas capables de vous donner son nom. Pourtant, c'est lui, en principe, le représentant à l'échelle internationale officielle de la Palestine. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? L'âge, la maladie, mais également un manque de leadership par rapport à la situation actuelle. Alors, quelle solution se dégage aujourd'hui dans le concret pour pouvoir sortir de cette crise en attendant qu'une solution générale soit trouvée? Quelle solution pourrait-on trouver aujourd'hui pour pouvoir arrêter ces massacres de civils? Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'arrêter les bombardements. Et c'est possible. Si les pays arabes étaient déterminés, ils sont autant armés qu'Israël. Ils peuvent faire une couverture sur le territoire de Gaza, empêcher à Israël de bombarder. On a vu les gens le faire sur d'autres pays quand ça les a intéressés. Ils connaissent très bien cela. Mais qui pour le faire? C'est ça le problème. Alors que c'est ça le point de départ. Si on arrêtait les bombardements, vous allez voir, on passe dans une autre atmosphère où discuter devient la règle. Mais avec les bombardements, la règle, ça devient se battre. Et il s'agira de voir qui va se battre du côté des Palestiniens. On ne voit pas grand-chose si ce n'est pas le Hamas lui-même, le djihad islamique, les Palestiniens eux-mêmes, le Hezbollah en Liban, au Liban plutôt, les Houthis en Syrie, puisqu'ils ont commencé aussi à tirer sur éventuellement l'Iran. Qui d'autre? Je ne vois pas. Alors que même l'Iran ne va pas s'aventurer automatiquement dans cette guerre de façon directe. Il passera certainement par les outils, par également le Hezbollah pour le faire. Donc, si on veut arrêter la guerre, on peut déjà arrêter cette guerre en arrêtant les bombardements, parce qu'actuellement, la guerre a plutôt un caractère unilatéral. C'est pourquoi il faut qu'on soit clair là-dessus. Si les alliés d'Israël faisaient la pression sur Israël en lui disant d'arrêter, Israël va arrêter. Mais personne ne le fait. Et ce sont ceux-là qui disent d'ouvrir un passage humanitaire. Donc vous créez un problème. Et vous dites on donne de l'humanitaire pendant que vous laissez le problème continuer. Mais les mêmes causes vont produire exactement les mêmes effets. C'est vraiment de la lâcheté, c'est vraiment de la fumisterie à l'échelle internationale. Donc il y a une chose qui est là, qui peut être faite, mais ceux qui peuvent le faire ne le font pas, ni du côté de ceux qu'on peut considérer comme des soutiens de la Palestine, ni du côté de ceux qui soutiennent Israël. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour la suite du programme du soir sur Nouvelle Info.